Très chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joe Pat. Bienvenue dans ce 5e épisode de Virgule Podcast, une branche de Virgule, votre marque, Griffiamboka. Alors, Virgule Podcast, c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer, mais aussi de partager leur histoire. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est à la fois athlète et entrepreneur. Il a défendu les couleurs de notre drapeau, la RDC, l'équipe de basketball à Kinshasa. Je pense que vous connaissez de qui il s'agit, Monsieur Chizan Tirata. Chizan, comment tu vas? Bien, et toi? Très bien. Ravi de te voir dans ce plateau. C'est un plaisir aussi d'être là. J'ai vu ton statut quelque part sur Instagram. On t'a surnommé Débande. Est-ce que c'est à cause de la barbouze ou comment? Bon, c'est fort. Tu sais, avec les noms, Ouais. dans notre ville, Ouais. les noms viennent souvent. C'est un truc familial ou bien ce sont tes potes qui t'ont surnommé? Ce sont les potes. Voilà. Tout d'un coup, Ouais. je ne sais même pas d'où c'est. Ça arrive comme ça. Voilà. Bon, j'espère que vous connaissez bien Chizan Tirata. C'est un basketteur, un athlète congolais qui a fait la fierté de notre pays. Je vous laisse regarder à tout. McCluster, he's got Davila down low. Davila gives the ball back to Chiza. Chiza, and one here. Great clutch pass from Davila. Here's Davis. Got Chiza wide open. Chiza takes the three. It's up. It's good. Oh, makes it a 1-point game. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Davenport tries to break in. He's got Chiza for the oop. It's up. It's good. Alors, Chiza, raconte-nous un peu le parcours de la carrière de Chiza, le basketteur amateur à Bukavu, le basketteur professionnel aux US. Et comment tu as su combiner tout cela avec les études? Wow. Ça ne devait pas être quelque chose de facile quand même. Ouais, c'était pas facile. C'était un long parcours. Ouais. Venir du Sud Kivu au Bukavu, jouer dans de moindres conditions et arriver au niveau le plus haut du basket. Donc, j'étais juste au deuxième niveau le plus haut du basket. C'était pas facile. Donc, bref, on a tous commencé à Bukavu. Et puis, après mon diplôme, je suis parti à Nairobi. Ouais. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais talentueux, mais j'ai eu un coach du Kenya, l'équipe championne du Kenya, KCB. KCB s'est approché donc, de moi et puis ils m'ont accueilli comme un enfant. J'avais 18 ans. Trop jeune, je ne savais même pas quoi faire au terrain, mais le coach, il avait du talent et il a exploité. Après ça, à chaque fois que je rentrais à Bukavu, je jouais pour mon équipe, Wolves.
Et c'est là où j'ai vu que non, le basket, c'est comme un véhicule. Ça te prend au point A et ça te rend au point B. Avec Wolves, on a essayé de gagner quelques matchs ici à Bukavu. C'était pas facile, mais on s'est imposé et on donnait un bon show aux gens. Nous jouons pour la Coupe du Congo. Nous avions l'habitude d'aller avec Maendeleo. Et nous avions apporté une médaille. C'est la seule médaille qu'on a de Sud Kivu. D'accord. Nous étions sortis 3e avec beaucoup d'injustice, tu vois. C'est pas facile. Ça fait partie de l'un de tes pires matchs ou bien le meilleur? Alors, c'était vraiment des bons souvenirs, des meilleurs matchs parce que quand on arrivait là, on pensait que j'étais Kenyan. Ok. Et d'ailleurs, même quand je suis parvenu à jouer pour l'équipe nationale, il y avait assez de questions pour mon identité. On dit non, celui-là c'est un Rwandais. Non, c'est un Kenyan. Donc je devais venir avec des documents pour prouver. Ouais. Non, c'était un peu ça. Donc après Nairobi, je faisais des tournois africains avec les équipes congolaises, avec mon équipe kenyane. On a joué. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'équipe kenyane? Ouais, l'équipe kenyane c'est KCB. KCB, voilà. Kenya Commercial Bank. Ok. Ouais. Nous étions les meilleurs pour 5 ans. Ah bon? Nous étions toujours champions. Ah. Ouais, nous étions toujours champions. Combien de médailles individuelles? Bon, ce plaqué, il est fou, là. Ouais. Parce qu'à un point, j'étais le meilleur marqueur au Kenya. Ok. Quand nous jouions la Coupe d'Afrique zone 5, donc il y a le Kenya, il y a le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie et la Somalie. Ouais. J'étais 5, donc on fait un 5 majeur. Oui. C'est 5 majeur 3 fois. Ok. Et meilleur marqueur du tournoi 1 fois. Et bon, c'est un peu ça. L'Afrique de l'Est m'a beaucoup accueilli. J'ai fait plus de trophées, plus des exploits en Afrique de l'Est que chez moi au Congo. Donc, j'ai presque pas joué ici. Mais je compte les jouer pour donner un show encore aux gens au Congo. Ouais. Ça va faire plaisir à la nouvelle génération de basketteurs. Ouais, surtout mes neveux, je compte jouer avec eux. Okay. C'était l'un de mes rêves. Et là, je vais recommencer les entraînements pour jouer avec eux. D'accord. Parce qu'ils ont copié mon game et je suis trop fier d'eux, vraiment. Et j'espère qu'ils vont aller à l'avant comme tous les jeunes. Parce que j'ai l'habitude d'accueillir des jeunes au terrain. Ils s'intéressent un peu. Oui. Ils veulent savoir comment faire, comment s'entraîner, comment prospérer. Donc, ils veulent savoir le game. Mais vraiment, je leur accueille, je leur parle, je leur conseille. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Ouais. Mais nous avons du talent à Bukavu. C'est juste une question d'encadrement et aussi des facilités parce que nous n'avons pas de terrain. Oui. Imagine-toi un athlète qui doit aller à un niveau professionnel, doit s'entraîner un minimum de 4 heures par jour. Ça, c'est le minimum. Ouais. Dans notre vie professionnelle, nous nous entraînions le matin. Ouais. Donc, tu te réveilles à 6 heures. Tu t'entraînes. Donc, vous vous réveillez à 5 heures. Ouais. Vous passez, si c'est dans la neige, vous arrivez au terrain, vous entraînez de 6 heures à 8h30. Vous rentrez à la maison, petit déjeuner, vous vous reposez. À 13 heures, il faut aller au gym. L'artérophilie, le conditioning, il faut courir, il faut travailler à tous les muscles. Ouais. Sinon, il y aura des blessures. Et puis le soir encore, à 19h, nous sommes encore au terrain. Ça, c'était le professionnel. Au college basketball, c'est quand le coach veut. Et puis le coach, il a ton programme. Il sait que non, tu es libre à 7 heures. Il te dit à 7 heures, tu vas travailler de la main gauche. Tu es libre si c'est à 11 heures. Donc nous n'avions jamais en tennis format. Non, c'était toujours en training. Donc tu es prêt. Oui. Parce que d'un moment à l'autre, tu auras l'appel du coach. Ouais. Et viens travailler tes muscles. Tu travailles les muscles. Tu travailles tes points faibles. Oui.
comme moi, j'étais un shooter, Oui. avec ma taille, c'était une exception. Oui. Mais le coach savait que j'étais un shooter, mais il me disait que je ne suis pas shooter. Oui. Je shootais jusqu'à 1000 shots. Et ça te prenait combien de temps là? 1000 shots, je faisais ça en 1h30. Ah bon? Ouais. 1 heure en train de shooter. 1 heure en train de shooter. J'ai même eu un problème de tendonitis, Oui. cette partie-là, Oui, oui. parce que mes muscles étaient fatigués, ça ne se reposait pas. Oh. Mais en même temps, pour moi, c'était un avantage parce que je devais faire le catch-up. Je suis shooter naturel, mais je ne me suis pas entraîné assez. Ce sont des réflexes. Ouais. Mais en arrivant aux États-Unis, au collège, j'avais une machine. On appelle ça le shooting gun. Genre, tu balances, Ouais. il y a un gros filet. Ouais. Le Ça te renvoie les ça te ballons. renvoie le ballon. Ok. Et ça a un compteur. Ouais. Et puis, il y a un sensor Oui. qui est accroché sur l'anneau. Donc, si ton ballon passe Oui. dans le filet, ça compte. Si tu as raté, c'est la machine qui... Donc, il y avait un compteur. Je vais te montrer... Ouais. On verra ça dans des vidéos ici. Ouais, on pourra voir ça. Ouais. Donc, il fallait que je fasse le catch-up. Je me réveillais à 1h du matin. Quand il n'y a personne au stadium, Ouais. je m'entraîne pour même 2 heures du temps sur la machine. Quand j'arrive à 1000, je me repose, je rentre, je dors. Le matin encore, tu dois aller au cours. Et si tu rates les cours, tu as un sérieux problème. C'était pas vraiment facile comme athlète et étudiant en même temps. Parce qu'on avait un GPA Oui. qu'on ne pouvait pas... Donc, tu ne pouvais pas être plus bas que... c'était 2,5. C'était ça, le cumulatif de l'équipe. Maintenant, là, tu vas voir, il y a des bosseurs qui ont des 4. Moi, j'étais à un 3,8. Il y en a qui avaient des 4.0, 4.0. Il y en avait qui avaient des 2. Maintenant, quand tu fais les cumulatifs, ça revenait à 2,7. Et plein de fois, on devait sanctionner des joueurs. On leur dit non, vous n'allez plus participer aux activités sportives, vous devez vous rattraper au cours. Donc, c'était pas facile. Mais c'est juste une question de discipline. Ouais. Question de discipline et de vision. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit au repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre gars derrière toi qui veut ton boulot. Ta place. Il veut ta place. Ouais. Donc, tu dois t'entraîner sérieusement. Tu dois le prouver aux entraînements. Et là, maintenant, tu gagnes des minutes de jeu. Ouais. Parce que si tu prouves au coach que tu es long, là, il aura confiance en toi. Mais si tu montes des failles et tu ne veux pas travailler sur ces failles, les Américains sont trop attentifs. Ils connaissent les jeux. Donc, ils étudient, ils vont détailler tout. Genre, moi-même, ma première année. Donc, parce qu'après le Kenya, j'ai sauté des étapes. Je suis arrivé aux États-Unis. Ouais. Donc, après le Kenya, j'ai eu un coach, Ouais. Tony Molding. Ouais. Il avait vu mon talent. C'est le même gars qui avait recruté notre frère, Omar Guidil. Ah oui. Ouais. Ouais. On arrive, on vient recruter. Guidil me dépasse 2 cm. Il fait c'est 2 mètres 4, 2 mètres 5. Ok. Et vous? Ouais, j'en fais 2 mètres 2. 2. Ok. Il est plus jeune que moi. Je suis 2 ans plus âgé que lui. Le coach, il arrive, il a besoin d'un plus jeune. À l'époque, j'étais plus talentueux, mais j'étais vieux. Ouais. Et le coach avait besoin de quelqu'un qui était jeune, donc c'était pas facile. Ouais. Le coach lui a appris cette année, il m'a dit, reste prêt, on reviendra. Là, il revient avec des autres coachs. Il me voit maintenant, là, je suis encore plus mûr. Directement, on m'a fait une bourse. Une bourse 100%. Scholarship, full scholarship. Et maintenant, là, je quitte le Kenya. J'avais fait mon interview à Kinshasa. Ouais. J'ai eu mon visa. Je suis parti aux États-Unis. Ouais. Un Africain, Congolais de Bukavu, aux États-Unis, une bourse scolaire de 100%. Et là, je suis arrivé aux États-Unis, on me voit, le coach, il est content. Parce qu'il me voit sur mon vidéo. Ouais. Premier jour, j'arrive au entraînement, qu'est-ce que je vois? La folie.
La façon dont tu dis ça, Ouais. apparemment, tu es... Non, là, j'ai vu que non. Je viens de l'Afrique. Ouais. J'étais parmi les top, Ouais. parmi les top 5 Afrique de l'Est. Oui. Et maintenant, je trouve que toute ma vie, j'ai pas encore joué au basket. Le top niveau. Ouais. Et ça, c'est encore au collège. J'arrive, je suis fatigué. Un coéquipier me lance le ballon. Il me lance le ballon. Les ballons pesés. Hein? Non, c'est pas, il me lance juste le ballon. Ouais. Là, il veut voir qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Ah, je prends le ballon, là, je balance. Ouais. Parfait. Panier. Switch. Ouais. Ah, OK. Les Anglais. Oh, you got it. Là, je me sens, ah, OK. Là, je me suis fait respecter un peu. Oui, oui. Et l'autre vient, il me dit, can you windmill? Mm. Ah, windmill. Windmill, c'est le moulin à vent. Ouais, ouais. Je fais ça, mais pas facilement. Je dois m'échauffer, je dois faire ça. Mais les Américains, ils font des windmills à partir de 15 ans, 14 ans. Donc, chez eux, c'est normal. Ouais. Et là, je dis, windmill, I don't get it right now. Je suis fatigué, tu vois, tout ça. Mais tu dis, non, can you dunk it? J'ai dit, un dunk, c'est facile. Là, je prends le ballon et boum. Ah, je vois tout le monde. OK. Maintenant, Respect. ouais, respect. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les entraînements. Les entraînements, c'était chaud. Ils sont conditionnés pas comme possible. Courir, ils sont physiques. Tu vois un petit de 18 ans, mais son gabarit là, Sans que... tu sens que non, il y a du boulot. Oui, oui. Et là, on se bouscule, mais tu vois, le premier jour, tu dois étudier. Ils ont des meneurs qui, je pense que depuis qu'ils avaient 3 ans, 4 ans, j'étais là. Donc, c'est trop différent. Qu'est-ce que tu dois faire? S'adapter. J'ai pas le temps de m'adapter. Oui. Je suis sur une bourse de 100%. Ouais. Mon premier collège, c'était 15 000 $ par trimestre. L'école me paye tout, jusqu'au livre. Moi, qu'est-ce que je fais? Je joue au basket. Maintenant, nous sommes nombreux. Le coach a besoin de 12 joueurs. Nous sommes 6 à 40. Ouais. Je suis le seul avec une bourse scolaire de 100%. Et il y avait un autre ami, un Serbe et un Uruguayen, non, un Colombien. C'était le meilleur basketteur. J'avais jamais vu du talent comme lui. Même taille que moi, mais il faisait tout. Il jouait à tous les postes. Du 1 au 5, et ça parfaitement. Moi, je jouais à l'époque, j'étais un bon 4-5. Mais maintenant, je devais m'adapter pour jouer au 3. Mais le gars, il faisait tout. Maintenant, le coach veut voir qui est-ce qui sont tough. Oui. Nous avions fait des entraînements comme dans l'armée. Comme dans l'armée. Et ça, je te dis, vous vous entraînez, vous avez un entraînement de 16 heures. 16 heures, vous allez courir. Vous allez monter une montagne là en sable. Vous montez, vous courez aux alentours. Vous êtes fatigué, vous rentrez, vous mangez. Bon, vers 18h, vous êtes au terrain, 19h, vous entraînez au terrain. Et puis, pire que ça, tu es fatigué, tu as mangé, tu dois étudier. Tu dois bosser le soir. Ouais. Et moi, avec les heures de différence, je dois parler à la famille. Voilà. Donc, vers minuit, je suis encore là debout. Je sais que non, je vais dormir, je vais me réveiller. Le corps, il fait mal partout. À 3 heures, le coach revient. Il tape sur toutes les portes. Bootcamp. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, vous réveillez, vous portez des trainings, vous portez des cagoules, vous portez des gants, vous allez courir. Dehors. 3 heures. Ouais. Une distance de 7 km. Ouais. 7 km, il fait froid. Moi, j'ai dit au coach, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc ça, c'est ton corps qui te dit non. Ouais. Trop, c'est trop.
Mais en même temps, craquer, il y a des moments où tu as failli craquer alors du coup avec ces systèmes. c'était plein de fois j'avais de meltdown, donc tu n'en peux plus. Mais quand tu penses que tu as traversé l'océan Atlantique pour aller jouer au basket, pour aller étudier, il y a la famille qui compte sur toi. Ouais. Tes pays aussi. Ta ville. La ville qui compte sur toi. Ouais. Et c'est là été une motivation. Je continue à pousser. Mon ami Jérôme, il avait quitté. Okay. Il avait dit, Coach, I came to play basketball. This is not basketball. Ça, c'est de l'armée. Il a dit, Coach, je suis venu jouer au basket. Mais ça, ce n'est plus le basket, c'est de l'armée. Il a changé. Oh. Tous on disait, non, Jérôme ne peut pas faire ça. Il a dit, non, je n'en peux plus. Il est rentré. Mais c'était le meilleur joueur. Donc ça, c'était ma première année. Là, on joue. Tout se passe bien, on s'adapte déjà. Ouais. L'athlétisme est là, la précision est là. Mais le game, c'est comme dans une classe. Il y a de premiers. Mais toi, le mental, tu n'es pas encore là. Il y a des temps où tu te rends compte que ton boulot reste le rebond, la défense, mais l'attaque, ils sont un peu plus améliorés. Donc, ils sont un peu plus sharp. Ils sont deux pas en avance. Donc, s'il fait ça, il sait que tu vas réagir comme ça. C'était pas facile. Mais après ma première année, ça c'était le Junior College, Clarendon College, c'était au Texas. Il me fallait aller à une autre école. C'était donc la sélection. On m'a sélectionné dans le NCAA Division 2, donc la deuxième division. Là, j'ai eu la chance. J'ai eu un coach, Coach Dan Ace de Oklahoma. C'était le coach avec le plus de victoires dans l'histoire d'Oklahoma. Il vient, il me prend. Il m'avait pris comme son fils, en fait. J'arrive au campus, je suis seul, je bosse. Première année, je suis prêt de jouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas couvert mes traces. Ouais. Ils vont sur Google. Ils essaient de voir je suis venu d'où. Et là, ils tombent sur des articles au Kenya avec mon nom, avec ma photo. Ils tombent sur une photo que j'avais prise au Kenya. C'était pour Zuko. Zuko, c'est comme Canal+, c'est comme DSTV. J'avais pris une photo, on avait mis sur un billboard, sur un gros panneau là vers l'aéroport. Ils tombent sur ça. Ils ont fait un dossier pour moi. Ils ont dit que non, ce gars il n'est pas éligible. Il a joué pour l'argent. Il a été payé. Moi, j'ai dit que je n'étais pas payé. C'était juste une question de survie. Le transport, blablabla. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'on fait? On me sanctionne. Ils avaient pris 2 ans d'éligibilité. Là, maintenant, je n'ai qu'une seule saison qui reste pour jouer au college. Le coach, il voit, si je joue la première saison, je ne pourrais pas avoir mon diplôme. Première saison, on m'a fait redshirt. Redshirt, tu restes là pour les entraînements, tu voyages avec l'équipe, mais tu ne joues pas. Cela m'a permis de voler avec mes cours. Je prenais les 100 en classe. Donc, je prenais plein de cours juste pour avoir le total et aussi avoir mon diplôme. Deuxième année, je suis prêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Une blessure. Une blessure, et ça, c'était juste 1 mois avant, non, même pas 1 mois, 3 semaines avant la rentrée scolaire. Ma cheville, le coach, il était juste là, il dit, non, c'est pas possible. Et là, donc c'était la meilleure forme de ma vie. Je pesais 113 kilos, je courais, je sautais comme un gars de 80 kilos. Heureusement, avec les soins, les avancées, j'avais pu récupérer. Et c'était là où j'avais joué ma saison sportive au college basketball. Là, on a joué. On n'avait pas gagné cette saison-là. Moi-même, je n'avais pas très bien joué.
J'avais une moyenne de 8 points ou bien 9 points. Ce n'était pas suffisant pour être recruté professionnellement. Parce qu'après les études, il faut aller professionnel. Tous les Américains qui ne sont pas dans la NCAA ont l'habitude d'aller jouer au Porto Rico, en France. Mais avec la moyenne des points que j'avais et des rebonds, je n'étais pas vraiment un favori. Et il n'y avait pas assez d'espoir. Heureusement, il y a une équipe qui me cherche. Une équipe de NBA. Mais NBA G League. À l'époque, c'était NBA, j'ai oublié le nom. Donc, c'est la deuxième division. On m'appelle à Las Vegas. Je vais à Las Vegas. On a un draft combine. On mesure ton envergure. On mesure ta taille, comment tu sautes, comment tu cours, comment tu te déplaces. Tout est filmé, donc. Les moindres détails. Les moindres détails. On fait des exercices. Et là, sur ma position, je suis le meilleur. Meilleur au shoot, meilleur au mouvement. Donc, j'étais bien recruté. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Une autre blessure. Un jour où on me veut jouer. Malheureusement, là, je me suis dit, cette fois-ci, je suis fatigué. J'avais eu ce qu'on appelle hamstring. Donc, c'est une déchirure de la cuisse derrière. Imagine, tous les coachs sont là. J'ai même une photo avec Steve Kerr, le coach de Golden State Warriors. Il était là et il me dit seulement, OK, you got it. You can shoot it. I'm like, ouais. Et vous êtes aussi mon équipe favorite. Et au moment où c'est pas mon équipe favorite. Et je lui dis seulement ça. Mais là, malheureusement, t'as pas vu jouer. J'ai dit, c'est arrivé. On a gardé contact, mais c'était plus passé. Et puis, après tous ces exploits-là, j'ai un autre appel. Ça, c'est une équipe de deuxième division, Jamestown. C'était à New York. On m'appelle, on dit qu'ils ont un poste pour moi. C'était le premier contrat que j'avais signé. Et là, je me déplace. Je vais à Jamestown. Il fait froid là-bas. Donc, la neige peut arriver aux genoux facilement. J'arrive là, moi et le froid, je n'aime pas. Et là, j'ai joué ma saison. J'avais une belle saison. En même temps, encore, on me rappelle dans la NBA G League. J'avais un try-out le mercredi. Le lundi, malheureusement, mon père, il décède. Oh là là. J'essaie de dire aux gens, tout le monde me dit, oh, désolé. Mais les Américains, ils voient plus les intérêts. Oui, ils voient plus les intérêts. Et là, c'était vraiment... C'était un choc. C'était un choc. Paralysé. Ouais. Je ne savais plus, qu'est-ce que je fais. Ils me disent, OK, si tu vas rentrer chez toi, on te donne 4 jours. 4 jours et puis tu rentres. 4 jours, voyager, sortir des États-Unis, arriver en Afrique pour 4 jours. C'est presque impossible. Et rentrer. Là, tu vas même dépenser 2 jours. Oui, c'est ça. 2 jours. 2 jours de vol. 2 jours de vol, ouais. Et là, je suis resté là. Mais après, je me suis concentré. Je suis rentré en forme. Je suis rentré au terrain. Et puis, j'ai dit au coach là, mais c'est comment? Il m'a dit, sorry. Nous avons pris un autre gars. Ouais. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Il dit, non, prochainement, on pourra faire ça. Je continue, je finis ma saison. Et là, tout d'un coup, je reçois un coup de fil. C'est l'équipe nationale du Congo qui m'appelle. Les coach Papi Kiembe et Buzango. Charlie Buzango. Ils m'appellent, ils disent nous aimerions avoir ton talent dans notre équipe. Et là, je suis excité. C'était mon rêve. C'était mon rêve d'enfance. D'ailleurs, c'était même pas mon rêve d'enfance. Mon rêve d'enfance était juste de jouer au basket professionnel. Mais arriver au plus haut sommet, c'était pas ma vision. Mais Dieu m'a guidé et je suis arrivé là. Et là, maintenant, je prends mon vol. On est là à Tunis, on se bat. Et on finit par... nous avions gagné un trophée. Nous étions vraiment la meilleure équipe à voir. Nous avions gagné un trophée. Et
c'était ma dernière compétition. Après ça, je me suis dit, avec le sport, à chaque fois que j'arrive au plus haut niveau, quelque chose m'arrive. Je suis soit blessé ou bien quelque chose arrive. Et là, c'était ma dernière compétition. Et je me suis dit, non, je dois faire autre chose. Quoi faire? Entrepreneuriat, quoi d'autre? Le talent que j'ai, je cuisine, j'aime la cuisine. Je me suis assis un peu, j'ai vu, ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi à la maison, au Congo. Et là, je me suis dit, non, je vais me lancer dans la nourriture. Parce que mon idée et ma vision, c'est d'être comme KFC, d'être comme McDonald's, d'avoir une chaîne, une marque qui aura comme source Bukavu, mais qui sera partout. Donc, tu vas à Goma, c'est la même nourriture, à Lubumbashi. Donc, c'est juste avoir une chaîne et entreprendre au Congo. Mais c'est là où nous sommes. Waouh! En tout cas, ton parcours est vraiment très intéressant et parsemé aussi des hauts et des bas. Ouais. Tout d'abord, je devrais dire désolé pour la mort de ton père. Et tout ce que tu as fait aux États-Unis, on te voyait et on était fiers d'abord. Sache que tu as eu des gens qui t'ont beaucoup aimé, qui ont beaucoup admiré tout ce que tu as fait. Tu as représenté notre ville, mais aussi notre pays à l'étranger. Et ça, on n'oubliera jamais. Alors, de par tout ce que tu as dit, j'aimerais savoir, selon vous, quels seraient les challenges qu'un athlète congolais pourrait faire face aujourd'hui? Parce que vous avez eu un grand talent. Et aussi, j'aimerais dire, il y a un peu de chance qui joue souvent dans nos choix. Voilà. Surtout. Alors, moi, j'aimerais savoir, selon vous, quel est ce challenge auquel les athlètes congolais font face ces jours? Bon, la première chose... Je m'excuse. Je vous ai vu rencontrer des grandes stars congolaises aux États-Unis, à savoir Bismarck et Serge Ibaka. Et vous avez quitté ici avec Guidil. Et vous vous êtes ouvert dans ce monde des baskets et vous avez bien évolué. Alors, je suis sûr que vous avez eu de l'expérience là-bas et vous avez compris quels sont les challenges auxquels les athlètes congolais font face à ce niveau-là. Ouais, vraiment, les challenges, la vie. La vie, elle est pleine de surprises et de challenges. Mais l'essentiel, c'est la détermination. Il faut avoir la vision et la persistance. Parce que la vie va te faire des coups sérieux. Il ne faut pas juste... à la hauteur de ton rêve. Il ne faut pas juste être là à attendre que la vie soit rose. Non, c'est pas comme ça. Surtout dans le monde sportif, c'est comme dans la jungle. Seuls les plus forts survivent. Only the strong survives. Donc, pour un athlète congolais, d'abord, nous sommes anglophones. Nous sommes francophones. C'est la langue. Language barrier. Là, il faut parler anglais. Si tu vas étudier, il faut être fort en anglais pour savoir étudier, savoir entendre les consignes du coach, parce qu'il y a des termes techniques et tout ça. Et maintenant, ce qui est plus fort que ça, tu peux être talentueux. Nous avions eu des talents sérieux, mais nous n'avons pas eu de guide. Parce qu'il faut avoir un parrain qui va t'orienter. Moi et Guidil, c'était un combat. Parce que on pouvait voir un mur et on va percer ces murs. Et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend là derrière. Mais quand tu as un parrain qui te dit que non, il ne faut pas percer les murs. Il y a une porte. On te montre le chemin, on te dit qu'après cette étape, c'est l'étape suivante qui vient. C'est comme ça, mais nous, on ne savait pas.
On priait, on attendait que Dieu ouvre la porte. Et ce qui venait. Et on va prendre ça comme ça et on va utiliser ça comme ça. Donc, il faut avoir un parrainage là qui te permet de ne pas être distrait. Parce que tu vas arriver là, la vie des États-Unis, ça roule vite. Ouais. Ça, c'est... Tu vas arriver, si tu es fêtard, tu seras perdu parce qu'il y a de la fête. Au moment où, quand tu es athlète, tu dois être discipliné. Ouais. Pas d'alcool, une bonne alimentation. Les filles, faut éviter. En tout cas. Faut être discipliné. Et maintenant, quand tu arrives là, il y a toutes sortes de filles. Il y a toutes sortes d'alcool, les boîtes. Si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas calé là, c'est fini. Tu ne vas pas arriver au plus haut niveau. Parce que même aux États-Unis, sur 300 athlètes, un arrive au niveau professionnel, NBA. Wow. C'est bien connu, genre, nous sommes tous là, il y a des prospects. Eux, ils vont suivre un enfant dès le bas âge, dès 9 ans. On te dit que dans 10 ans, ce gars sera dans la NBA. C'est bien connu aux États-Unis. Maintenant, toi, tu viens de l'Afrique. D'ailleurs, on ne connaît même pas ton âge réel. On te voit seulement là dominer. On ne sait pas est-ce que tu es consistant ou pas. On ne peut pas juste te donner une chance de gagner des millions. Juste parce que tu as joué 2 saisons. 2 bonnes saisons. Peut-être que ces 2 bonnes saisons, c'était du hasard. Un coup de chance. Ils ne veulent pas hasarder. C'est pour cela qu'il y a des processus. Tu passes par le prep school, junior college, college. Après college, maintenant tu vas au draft. Tout ça, c'est pour se rassurer que tu as ça dans toi. Et maintenant, si tu n'as pas un guide pour monter toutes ces marches-là, tous ces escaliers, tu risques d'aller à gauche au moment où la ligne était droite. Le temps que tu rentres à droite, tu as perdu du temps. Et là, c'est trop tard. Voilà. Et du coup, je t'ai vu, tu nous as parlé des clubs préférés de basket. Juste par curiosité, j'aimerais savoir quel est ton club préféré de basket et c'est qui le basketteur qui t'a toujours marqué depuis que tu es tout petit au basket. Je te vois souvent poster quelqu'un, mais je n'aimerais pas le dire, mais j'aimerais que ça vienne de toi. Wow. Une longue question, ça. Ouais. Bon, pour les clubs, je n'ai pas vraiment de club favori. Ouais. Okay. Parce que je suis un étudiant du game. Je n'ai pas vraiment de club favori pour le moment. Mon idole, celui qui m'a inspiré, c'était Carmelo Anthony. C'est une surprise pour toi. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que LeBron James... Ah, c'est à lui que je m'attendais. Hein. T'aimes LeBron James. LeBron, pourquoi j'aime LeBron, c'est parce que... Il a la même barbe que toi. C'est pas juste la barbe, mais... Ouais. C'est un combattant. Sa vie, son parcours, c'est comme une histoire. C'est comme un conte de fées. Et la façon dont les gens le haïssent m'a forcé à beaucoup plus l'aimer. Mais mon idole, c'est Carmelo Anthony, parce qu'on a le même gabarit et j'ai copié son game. J'ai copié son game peut-être à 80 ou 90%. Lui, c'est mon meilleur parce que vraiment, ce gars, c'était un animal. Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite il y a une semaine, je pense. Il a annoncé ça. Ouais, mais c'est lui mon meilleur. Ça, c'est une surprise de ma part. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, Chiza, comment est-ce que ta vie de basketteur a pu impacter ta vie en tant qu'entrepreneur? Parce que je suis sûr qu'en tant que basketteur, avec tout ce que je viens d'entendre, je vois qu'il y a de la discipline et de la passion et de l'endurance. Tous ces mélanges-là a donné à ce que tu es arrivé à un niveau supérieur. Alors je sais qu'avec tout ce que tu as eu du basket, ça doit sûrement ou quelque part impacter ta façon de faire les choses. Parce que tu es venu ici
tu nous as amené des nouveautés. La ville a vibré, personne ne peut oublier ça. Et maintenant, tu es devenu un entrepreneur. Alors, je veux savoir comment ce domaine-là du basket a impacté ta vie en tant qu'entrepreneur. Oh, ok. Mm. Bon, il y a plein de choses en commun entre la compétition sportive et l'entrepreneuriat. Parce que partout dans la vie, il y a la compétition. Ouais. Dans le basket, c'est moi contre toi. Uh-huh. Tu veux me stopper pour que je n'arrive pas au panier. Ouais. Je dois savoir comment te battre. Dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas moi contre toi, mais c'est moi contre eux. Oui. Et quand c'est moi contre eux, qu'est-ce qu'on fait? Je dois être tough, je dois être solide. Têtu. Ici, tu ne dois pas fléchir aux caprices des gens, parce que les gens vont toujours parler, positivement et négativement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être comme une éponge. Ou bien comme on dit, un canard. Tu verses de l'eau sur le dos, il fait ça, il continue. Donc c'est un peu ça, avec le basket, on a connu beaucoup des obstacles, mais continuer de foncer. Et cette mentalité-là, ça brûle dans moi toujours. Je ne stoppe pas. Parce que c'est une seconde nature. Ouais, je ne stoppe pas. Du coup. Parce qu'on dit même fall 6 times, get up 7 times. Tu tombes 6 fois, tu te relèves pour la 7e fois. Et c'est la même mentalité que j'ai toujours dans moi. Mon père me disait, tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le bien. Sois toujours distinct. Donc, distingue-toi. Fais quelque chose de bon toujours. Et c'est ça un peu dans l'entrepreneuriat. Jusque-là, je suis encore au niveau 1. Il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont venir. Mais on doit se distinguer toujours, avoir une bonne marque, une bonne signature et aussi être persistant. Parce que c'est pas toujours facile. Surtout entreprendre au Congo. Ouais. C'est notre beau pays, mais il y a beaucoup d'obstacles et on continue. C'est ce qui nous rend des grands entrepreneurs. Quand on évolue dans un environnement où ce n'est pas facile d'évoluer. Ouais. Il y a un ami indien qui m'avait dit, Chisa, tu vois, entreprendre à Bukavu. Si tu réussis à Bukavu, tu réussis partout au Congo. Tu vas réussir partout au monde d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et là, j'avais souri. Venu d'un Indien, ça, en tout cas, ça doit être une réalité. Et le truc est qu'il ne savait pas que j'avais aussi assez des obstacles, mais je me tiens toujours debout, tête haute, souriant, s'il y a un problème ou pas. Toujours souriant parce que je sais que demain, il y aura un meilleur jour. Ça, c'est vrai. On ne peut pas être faible quand on a une barbiche du roi Léopold. C'est juste, je sais pas pourquoi j'ai la barbe comme ça. Ouais. Alors, Chisa, Netfoods. J'espère que vous connaissez très bien Netfoods. Chisa est le propriétaire de Netfoods, qui est un service traiteur, qui fait des livraisons rapides et d'une manière très propre. Des plats, des différentes variétés. Je pense que je vais vous laisser regarder. À tout de suite.
Voilà. Donc, Chisa, du coup, comment est-ce que Netfood se distingue des autres services traiteurs dans le marché ici à Bukavu? Bon, pour une petite correction. Oui. Netfood n'est pas un service traiteur. Ah, ok. Nous sommes un restaurant en ligne. D'accord. Ouais. Notre objectif, c'est de livrer une bonne nourriture, bien emballée, qui pourrait même te permettre de manger confortablement sur ton bureau et de ne pas chercher une assiette ou bien te déplacer comme ça. Nous avons découvert des emballages appropriés pour la livraison. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes un restaurant en ligne de livraison Ouais. et non pas un service traiteur. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, du coup, quel est le côté fort de Netfood par rapport à tout ce qu'on voit ici dans cette ville? Ouais, avec Netfood, nous sommes rapides. Ouais. Une chose. Ouais. Bukavu, c'est un peu imprévisible avec les embouteillages et comme ça, mais nous avons une moto de livraison Ouais. qui permet, nous en avons deux maintenant, qui permettent un déplacement facile du livreur. Genre à midi, donc vers 10h30, le manager a l'habitude d'envoyer le menu du jour à tous les clients que nous avons. Ok. Nous postons ça sur notre WhatsApp Business. Oui. Quelquefois, je poste ça sur mon statut. Ouais, à chaque fois, je vois ça à 12 heures. Et là, sur notre Instagram, Facebook, nous postons ça pour informer aux gens le menu du jour. Ok. À partir de ça, le client choisit. Il peut choisir à 10h30, mais nos livraisons commencent toujours à 12h et nous terminons à 19h30. Ça, c'est du lundi au vendredi. Du samedi au dimanche, parce que nous avons des salongos. Ça ne nous permet pas d'accéder au marché rapidement. Le marché commence à 10h. Et là, nous bougeons nos heures de 12h30 à 19h30. Pour les dimanches, c'est la même chose parce que nous sommes chrétiens. Nos cuisiniers doivent aller à l'église. Et là, ça nous permet pas d'être aussi... donc, ça nous permet pas d'être actifs comme dans les jours de semaine. Là. Et là, nous jouons maintenant vers 12h30 à 19h30. Ah ouais. Ouais. Et du coup, moi, une chose que j'ai beaucoup apprécié chez vous, c'est que vous avez quand même un menu très diversifié. On peut voir même avec ce dont vous avez amené aujourd'hui ici. Il y a de... C'est quoi là, c'est quoi? Alors ici, nous avons... c'est un plat typiquement congolais. Ok. Nous avons le riz. Sombe. Ouais. Ah. Le riz gras. Ouais. Nous avons le sombe, hindou. Ouais. Et ça, c'est l'escalope de poulet. Ok. Donc, avec les emballages, tu peux juste... Du coup, ça sent déjà très bon. J'ai envie de terminer l'émission assez Tu as des... non, même. Ok. Ouais, tu as des cure-dents. Bien servi, propre. C'est la raison pour... Ah, ok. Internet food. Donc, la nourriture de l'Internet. Bon, Ok. je ne sais pas comment dire ça en soi. Ouais. Chacun peut Internet. Il y a quoi Ah, d'accord. Et du coup, comment est-ce que... On va terminer avec cette question. Je voulais juste savoir, parce que tout ce que tu as dit, c'est comme une histoire, c'est comme un conte de fées. Ouais. Alors, la leçon morale que tu as tirée du basket, quelle est cette leçon morale que tu as tirée du basket qui est applicable aussi dans ta vie en tant qu'entrepreneur? Je suis sûr que ça va aider quelqu'un, quelque part dans cette ville. La leçon morale. Ouais. Comment dire ça? Yeah. Bon, C'est pas quelque chose qui vient du coup comme ça. c'est pas quelque chose qui vient du coup. C'est une réflexion. En anglais, on dit aim for the stars, land on the moon. En bref, faut jamais rêver petit. Voilà. Faut rêver grand. Et c'est quand Dieu bénit. Ouais. Ça, c'est... C'est un peu ça. Ma vision, jamais dans ma vie, je disais non, je veux jouer dans la NBA. J'étais un jeune à Bukavu. Je voyais des professionnels venir de Kigali. Je disais seulement, oh Dieu, je vais être comme eux. Quand j'étais gosse, j'avais un idole ici à Bukavu. René.
René, René Le Lapre. je n'ai pas entendu parler de lui, mais c'est sûr, les amateurs du basket, ils connaissent bien le monsieur. René, il fait 2 m aussi. Ok. Je disais, ah Dieu, je vais être comme ce gars-là. Je vais avoir sa taille. Pouf, comme ça. 2 mètres. Voilà. Quand j'ai vu ces gens au Rwanda, je disais, ah Seigneur, je veux aussi jouer professionnel comme eux. Je voyais leur encadrement jouer pour APR. J'ai eu ça. Plus que ça même. Ouais. Et ces mêmes gens-là, quand on jouait ensemble là-bas, je les bouffais. Comme ça. Ouais. Je n'avais jamais rêvé d'aller aux États-Unis. Et puis quand j'arrive à Nairobi, tous les jeunes talents, ils veulent aller aux États-Unis. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont aller faire là? Et tout d'un coup, l'opportunité arrive. Je vais aux États-Unis, je ne sais même pas. Ok, il y a college, étudier. Ouais, ça m'a étudié dans une bonne école. J'avais une bourse de 35 000 le trimestre. Ouais. Ma dernière bourse scolaire, 100%. Ouais. Et puis je suis là, je rencontre mes coéquipiers qui rêvent d'aller dans la NBA, d'aller jouer professionnel. Moi, je suis là seulement en train de jouer, mais la vision n'était pas là. Le rêve n'était pas là. Je rêvais petit. Au moment où il faut rêver grand. Donc c'est ça la leçon morale. Ça, c'est... Aim for the stars, land on the moon. Ça, en tout cas, c'est très bien compris de votre part. Tout ce que vous m'avez dit, moi aussi, j'ai appris beaucoup. Et je tiens maintenant à vous remercier, Monsieur Chiza, d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur d'avoir ces partages avec vous. Moi, d'abord, en premier lieu, j'étais connu comme un basketteur. Ouais. Et je te voyais jouer dans les championnats à Bukavu. Je me disais, je n'ai jamais su, peut-être qu'un jour, on va s'asseoir ici en train de partager cette émission. Ça, c'est quelque chose qui me va vraiment droit à cœur et je suis très content de ça. Mais aussi, je voulais rappeler à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir visiter d'abord la page Netfood, visiter le menu, il y a des plats diversifiés et passez surtout vos commandes à tout moment, le matin, à midi, le soir. Vous aurez votre nourriture livrée rapidement et d'une manière propre. Du coup, on va se dire, Chiza, au revoir, merci. C'était vraiment intéressant de vous avoir ici. Alors, très chers amis, on se capte prochainement pour un nouvel épisode de Virgule Podcast. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à cliquer sur la clochette pour notification. En même temps, aimez, commentez, partagez cette vidéo et on continuera à mettre des virgules pour vous. De toute façon, on vous dit au revoir, à la prochaine. Ciao!